moi, ce qui me déçoit, c'est que, par exemple, c'est le niveau de soumission des Européens aux États-Unis, moi, m'interpelle parce que je me dis, si le monde raisonne comme ça, quand ils ont fait péter les pipelines là, pour couper l'Allemagne de la Russie, vous pensez que les Allemands auraient réagi parce qu'ils ont investi de l'argent, les Français aussi d'ailleurs, ils ont perdu du fric dans l'histoire, et personne n'a bougé le petit doigt. Alors Ouais. quand les gens sont aussi soumis, je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc vous dites que les Chinois vont monter, c'est sûr, ils sont déjà pratiquement la première économie du monde, mais le problème, c'est qu'au niveau des droits de l'homme, au niveau du... Moi, je ne suis pas du tout convaincu par la Chine. Je pense que c'est une copie Ouais. pastiche. Alors, je dis aussi qu'il faut se méfier de tout ce qu'on de tout ce qu'on nous dit, hein. C'est-à-dire qu'on nous prend toujours des exemples précis avec un gars qui vient témoigner devant la caméra, bon, qu'on a choisi parmi. Moi, j'ai voyagé en Chine, je me suis pas senti du tout sous contrôle social, hein. J'ai pu parler avec des Chinois librement, j'ai pas, et c'était il y a 20 ans, hein, quand j'ai passé pas mal de temps en Chine. Hein. Ça peut avoir vite changé. Oui, ça a peut-être changé maintenant, mais bon, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si c'était Deng Xiaoping à l'époque, je crois encore, si je me souviens bien. Vous avez raison, c'est qu'il y a une propagande anti-chinoise Oui, promue par les Américains parce qu'on voit déjà qu'ils sont en train d'essayer de préparer une possibilité de guerre contre les Chinois. Mais ils ne peuvent pas se battre contre les Russes, les Chinois en même temps. Je veux dire, où est-ce qu'on va là? non, non, mais non, moi, les Américains, je ne les vois pas faire la guerre, des grandes guerres régionales, hein. Ils pouvaient faire encore des safaris à droite ou à gauche, ce que j'appelle des safaris, c'est-à-dire des armées faibles ou des populations faibles. Mais là, là ils s'attaquent à des morceaux. Même l'Iran est un Ah morceau oui? trop. Ah ouais, l'Iran tout seul, hein, je crois que C'est ça des serait. guerriers. Hein. Guerriers, mais le truc, c'est que vous pouvez avoir des tas de guerriers, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, quand on a des armes à énergie dirigée ou quoi qu'est-ce, ou des Oui, trucs mais de masse. les autres ont aussi beaucoup d'armes et ils peuvent faire beaucoup de mal, hein. Je le répète, hein, il y a des exercices qui sont faits régulièrement, hein, des war games chaque année, hein, pour entraîner les états-majors américains à ce genre de guerre. Et leurs ennemis, c'est toujours les mêmes, hein, c'est la Russie, c'est l'Iran et c'est la Chine, hein. Mais maintenant, ils perdent ces exercices. Donc, Ah oui? ah ouais, ils les perdent, hein. Moi j'ai assisté à un exercice contre l'Iran, hein, il y a en 98. Alors c'est vieux déjà, hein, ça fait 25 ans, mais ils perdaient lamentablement, hein. Et depuis 98, l'Iran a progressé considérablement, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à une guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'ils ont actuellement les moyens de couler les flottes américaines, hein, s'ils veulent, par des missiles de précision qui ont des portées de plus de 1000 km, hein, 1200, 1300, 1500 km. Donc ils peuvent aller les prendre presque là devant les côtes d'Israël, hein, si jamais ils souhaitaient les détruire. Ils ont dans la portée de leurs missiles de précision. C'est pas des missiles qui arrivent comme ça n'importe où, hein, c'est des missiles qui sont précis à 15 mètres près ou 15 ou 20 mètres, hein, à l'arrivée. Donc ils peuvent se payer les bateaux américains, ils peuvent se payer Dimona. Moi, il me l'avait dit, hein, j'ai rencontré les Iraniens qui me disaient, mais nous, on n'a pas besoin de la bombe atomique, hein, on a la bombe atomique israélienne. C'est-à-dire que si jamais ils commencent à vouloir nous chercher des noises, eh bien, on tirera des salves de missiles en saturation et on fera en sorte de faire sauter Dimona, quoi. Le bouclier antimissile israélien, il ne supporte pas ce truc-là. Est-ce que Voilà. vous n'avez jamais, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'on aurait dû fournir l'arme nucléaire à l'Iran pour que en fait ça bloque, c'est-à-dire le principe de s'il a une arme nucléaire, les autres ne l'attaqueront pas, donc c'est un gage de paix. Est-ce que vous êtes partisan de ce genre de position? Ben, de toute manière, il faut savoir que les Iraniens n'en veulent pas, hein, Khomeini. Il y a une fatwa, hein, qui dit qu'il n'y a pas besoin d'armes nucléaires et que l'arme nucléaire est une arme
Donc, ils ne veulent pas, au moins officiellement, hein, ils l'ont écrit, ils l'ont dit, ils ne veulent pas de l'arme nucléaire, ils disent on n'en a pas besoin. Mais Si ce que l'Irak, je, il serait toujours. Si l'Irak en avait eu, peut-être qu'ils n'auraient pas été attaqués. C'est ça que oui, vous voulez oui, dire. ça oui, ben, on voit la Corée du Nord. Hein, la Corée du Nord a à peine plus d'habitants que l'Irak à l'époque. Hein, et c'est une population en armes aussi hein, qui a l'arme nucléaire et donc on lui fout la paix. Hein. Mais évidemment. C'est la plus grande armée du monde en termes d'effectifs, la Corée Oui, du Nord, non? en termes d'effectifs, ouais, bien sûr. C'est un peuple en armes. Hein. Donc c'est très compliqué à. Mais là encore, les États-Unis devraient justement tenir compte de tout ça. Quoi. Parce que la Corée du Nord, c'est des pays qui n'hésiteront pas à. Ah oui. Eux, si on les emmerde, ils n'hésiteront pas à utiliser l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, ils sont accoquinés avec la Russie. La Russie, pareil, hein, il y a eu un resserrement des alliances entre la Russie et la Chine, la Russie et la Corée du Nord, qui sont des puissances nucléaires. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une autre puissance qui a l'arme nucléaire et qui est le Pakistan. Le Pakistan, c'est un État qui appartient à l'Organisation de coopération de Shanghai et qui a l'arme nucléaire. L'Organisation de coopération de Shanghai, il y a 5 puissances nucléaires dedans. Il y a l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Russie et la Corée du Nord. 5 puissances nucléaires. Nous, on n'en a pas autant. Hein. Les bombinettes françaises, les bombinettes françaises, les bombinettes britanniques, qui sont sous contrôle américain d'ailleurs, hein, pour les bombinettes britanniques. Les nôtres, elles sont théoriquement sous notre contrôle, mais il n'y en a pas des milliers. Hein. Mais vous parlez l'autre fois, vous parliez de Jean-Pierre Petit. Moi, j'ai étudié un peu les thèses de Jean-Pierre Petit sur un site qui était Actualité de l'Histoire. Et il y a des pistes comme quoi, par exemple, l'antimatière aurait été développée par différentes armées. C'est-à-dire qu'on aurait dépassé le stade des bombes nucléaires et qu'on serait capable de faire aujourd'hui des bombes antimatière. Vous pensez quoi de ces thèses? Bon, moi, pour l'instant, je regarde ce qui existe. Hein, c'est-à-dire qu'on nous a vendu. J'ai assisté à un grand nombre de salons, enfin, comme l'équivalent du salon de Bourget ou des salons d'armement qui étaient faits aux États-Unis. Hein. Donc j'ai parcouru tous ces salons et j'ai vu souvent que les Américains vendaient des choses comme quand on vend des immeubles sur plan. Donc ils vendaient de l'armement sur plan. Alors ils avaient fait de belles vidéos en montrant toutes les capacités imaginées, rêvées, et ils vendaient des armements qui n'existaient pas. Ils les vendaient. Hein non mais c'était des conneries. Ils vendaient des trucs qui n'ont jamais existé, qui n'existent toujours pas aujourd'hui. Hein. Et c'était il y a 25 ans. Donc bon, ils vendaient ça aux pays du Golfe, hein. Évidemment, les Arabes, ils étaient fascinés par ces vidéos qu'on leur présentait. Ils voyaient des armements miracles, magiques, etc., qui faisaient papa-maman. Donc, ils achetaient ça. Hein. Ils avaient de l'argent et ils achetaient ça. Bon. Moi, je suis sceptique. Hein. Ces armées-là, je les ai fréquentées. Hein. Je les ai vues sur le terrain. Bon, l'armée américaine, je ne veux pas dire qu'elle est pas bonne. Hein. Sur le terrain, elle n'est pas bonne. Elle est pas bonne pour des raisons explicables. Hein. C'est-à-dire que elle n'est pas bonne parce qu'une bonne armée, c'est d'abord les hommes qui la composent. C'est ce qu'ils ont là-dedans et ce qu'ils ont là-dedans. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient aptes à faire la guerre d'abord, qu'ils aient le mental et qu'ils aient le cerveau pour la faire correctement. Et ça, à tous les niveaux, au niveau des soldats, si possible, au niveau des sous-officiers, au niveau des officiers. Bon, l'armée américaine, c'est plus ça. Hein. L'armée américaine, physiquement, elle compte énormément de soldats en surpoids qui sont vraiment incapables de faire une guerre aujourd'hui, quoi. Elle est en sous-effectif parce que les gens veulent plus rentrer dedans. Hein. Les Américains ne courent pas après l'armée, donc ils ont un taux de sélection des hommes qui est
inférieur à 1, puisqu'ils n'arrivent pas à recruter. Hein, donc, c'est-à-dire qu'ils ont pas la bonne partie de leur société, quoi. Et donc, pardon? Ils ont leur délire LGBT en plus au sein de l'armée. Ouais, ouais. Donc ils ont beaucoup de soucis. Et en plus, ils sont formés bizarrement, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas formés ils sont formés à la guerre moderne, c'est-à-dire la guerre où on prend sa douche tous les soirs après avoir bombardé, on va bombarder, puis on rentre à la maison, on prend sa douche. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Ils sont pas formés pour faire des guerres avec des soldats, des guerres de haute intensité, où on prend pas sa douche tous les soirs, et des fois pas pendant un mois ou deux, où on est dans la boue, où on souffre, quoi, hein. Ils n'ont pas le mental pour faire ça, et ils n'ont pas le physique, ni le physique ni le mental. C'est-à-dire que donc c'est pas une bonne armée. En plus, ils ont dans la formation des cadres, ils ont ce qu'on appelle la zéro défect philosophie. Alors, la zéro défect philosophie, c'est quelque chose qui est très, très important parce que c'est un peu le principe de précaution chez nous. Mais la zéro défect philosophie consiste à ne jamais ne jamais prendre de décision d'abord contraire au règlement, parce que sinon, si on a un pépin et qu'on n'appliquait pas le règlement, on est mort, je veux dire. Donc la carrière est terminée, ça devient dramatique, quoi. Donc il faut toujours être dans le règlement, c'est-à-dire que sur le terrain, quand une opportunité se présente et on peut faire un coup heureux qui va rapporter beaucoup à notre camp, eh bien les Américains ne le feront pas parce que si le règlement ne le permet pas, ils ne le feront pas. Ils préféreront se faire laminer sur place, se faire écraser sous les bombes adverses que d'avancer ou que de profiter d'une opportunité. J'ai vu des choses monstrueuses au camp d'entraînement de Fort Irwin. Ils font passer leurs brigades blindées, ils les font passer à l'entraînement. Tous les 2 ans, les brigades passent. Et on essaye de voir si le commandement et si la brigade va bien, quoi. Et moi, j'ai vu des choses ahurissantes, quoi. On donne l'ordre à la brigade d'attaquer un ennemi de type russe, avec beaucoup d'artillerie, mais de niveau en volume très inférieur, hein, c'est-à-dire une brigade qui attaque un régiment. Donc c'est du 3 contre 1, 3-4 contre 1. Bon, dans ces cas-là, en terrain découvert, il n'y a qu'une chose à faire, c'est à rentrer dedans et à foncer, quoi, tout droit, quoi. Et normalement, ça se passe bien. Quand on est à 4 contre 1, si on a la surprise, l'élan et à 4 contre 1, on submerge l'adversaire et puis c'est réglé, quoi, je veux dire. Eh bien non, ils comprennent pas ça. Et pourtant, quand on leur donne leur exercice, normalement, et c'est un exercice, c'est fait pour que le gars ait des chances de gagner, quoi. On va pas l'envoyer à la boucherie. Ben eux, ils se comportent, l'officier américain, il va arriver devant la première petite résistance, de rien du tout, hein. Au lieu de submerger, de continuer avec élan et de le balayer ou à la limite de l'ignorer, si c'est un tout petit point de résistance, non. Lui, il va s'arrêter, le premier char il s'arrête, et là, derrière, il y a toute la brigade qui est lancée, quoi. Et quand il y en a un qui s'arrête devant, tout le monde se tasse et s'arrête aussi, quoi. Alors le gars de devant, il appelle son commandant de compagnie et il lui dit, bon, j'ai un char en face, quoi, ou j'ai 2 chars en face. Il s'est arrêté pour dire ça, quoi. Et alors que chez nous, c'est pas du tout chez nous, on n'est pas formé comme ça, hein. Nous, c'est je suis à tel endroit, je vois ça, je fais ça et je demande ça. Eux, ils demandent tout de suite de l'aide, ils demandent la conduite à tenir. À leur niveau de chef le gars, il a 5 chars, il en a un en face qui l'emmerde, et tout de suite, il arrête ces 5 chars qui arrêtent derrière les. Hein? Vous êtes impressionné par les Russes, à contrario?
Mais les Russes actuellement, moi, ce qui m'impressionnera, ce sera le bilan final, hein, c'est-à-dire combien ils ont perdu d'hommes et à quel résultat ils sont arrivés. C'est ça qui est important. S'il y a des rapports de pertes, si vous voulez, moi, les Russes m'ont impressionné, bien sûr. Hein. Ils m'ont impressionné, pourquoi? Je vais vous le dire. Hein. C'est qu'ils ont attaqué un pays avec 150 000 hommes, 150 000 hommes, c'est-à-dire rien du tout, et sur un front de 2600 km. 2600 km, c'est presque le Tour de France, hein. Le front, la longue, au début, quand ils étaient dans la région de Kiev, là, et de l'autre côté, quasiment jusqu'à Kherson et jusqu'à. Ah, bah, au début, ils avaient 2600. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord conquis un territoire colossal en très peu de temps. Dans le sud, tout le sud est tombé entre leurs mains en 2 temps, 3 mouvements. Et dans le sud, ils n'avaient pas 150 000 hommes, ils avaient 150 000 hommes sur les 2600 km de front. Ça veut dire que dans le sud, ils ont récupéré du territoire avec presque rien. En termes humains, ils avaient quoi? Ils avaient 40 000 hommes dans le sud. La partie, vous savez, le long du Dniepr et voilà. Bon, donc moi, ils m'ont impressionné parce que je n'ai jamais vu ça dans l'histoire militaire. Hein. Vous pouvez chercher partout. Il n'y a personne qui a attaqué sur un front aussi large, 2600 km, avec 150 000 hommes. Regardez le nombre d'hommes au kilomètre. Et en 14, on attaquait sur un front de 6 km, on attaquait avec 60 000 hommes. En 14. Sur 6 km. Eux, ils avaient 60 000 hommes, par exemple, sur tout le front sud. Sur toute la largeur du front sud, qui faisait déjà, lui tout seul, 600 ou 700 km. Et puis, ils y sont allés quand même avec une main dans le dos, parce que si j'ai bien compris, la directive de Poutine, c'était d'éviter les pertes civiles. Exactement. Ils avaient. Donc, moi j'ai été épaté par les résultats militaires qu'ils ont pu obtenir avec aussi peu d'hommes sur un front aussi large. Et après, bon, ils se sont rendus compte que sur la durée, d'abord que leur dispositif, il était plein de trous, hein, puisque regardez, faites le ratio, hein, 150 000 hommes sur 2600 km de front, ça ne fait pas beaucoup d'hommes au kilomètre. Hein. Vous faites le ratio et vous apercevez qu'il y avait forcément des trous dans pas mal d'endroits. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs qu'à un moment, ils ont dit, bon, stop, on va faire 2 choses, on va resserrer le front, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2600 km, on va évacuer toute la partie au nord de Kiev, etc., et Kiev compris, et on va se concentrer. Donc là, ils ont réduit le front de moitié. Donc ils sont passés de 2600 à 1300 km de front, et chose qu'ils ont aujourd'hui à peu près, hein, en gros c'est 1300 km de front, et ils ont fait ça pourquoi? Ben pour densifier leur dispositif, parce qu'avec aussi peu d'hommes, ils ne pouvaient pas tenir le terrain face à une armée qui avait mobilisé quasiment tous ses moyens, hein, et ils ont attaqué moi je connais aucune armée au monde qui attaque à 1 contre 3 ou 1 contre 4, quoi. Donc non, hein, le ratio pour attaquer normalement c'est 3 contre 1 en terrain ouvert et 5 contre 1 dans les villes. 5 contre 1 en ville et 3 contre 1 en terrain ouvert. Bon, eux, ils étaient à 1 contre 3. Donc c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire et à prendre à l'adversaire à 1 contre 3. Je n'ai jamais, dans l'histoire militaire, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Là, vous décrivez quand même le côté infanterie. Sur l'armée de l'air, qu'est-ce que vous pensez de leurs interventions à ce niveau-là? L'armée de l'air, elle a cloué au sol dès le premier jour la quasi-totalité de l'armée de l'air ukrainienne. Hein. Les avions ukrainiens aujourd'hui, bon, il y en a plus qu'1 ou 2 d'abattus, et encore, même pas tous les jours. Hein. Chaque semaine, il y a 3-4 avions ukrainiens, mais il ne reste plus rien en termes d'aviation. Chez les Ukrainiens, il ne reste plus rien. Mais il y a les drones. Alors les drones, c'était la grande nouveauté de cette guerre,
et peut-être presque la seule grande nouveauté technologique, hein, qui a été l'utilisation massive de drones de toute nature, de drones aériens et de drones navals. Et donc, ils ont réussi quelques coups avec leurs drones, mais bon, qui ont été très médiatisés. Donc, on a dit, ça y est, la Russie va perdre, la Russie va perdre. C'est ce que nos commentateurs ont dit, mais ils n'ont pas d'idée du tout de l'état de préparation. Alors, depuis ce temps-là, l'armée russe a d'abord mobilisé 300 000 hommes de plus. Donc ça, c'était en septembre 2022. Et depuis, ils ont recruté, donc dans l'armée professionnelle, hein, dans la partie professionnelle de l'armée, ils en ont recruté 400 000 de plus. Donc ça veut dire qu'elle est montée, l'armée russe est montée en puissance. Mine de rien, elle est aujourd'hui en état de supériorité numérique énorme par rapport à chose qui n'était pas au départ. Hein. Donc aujourd'hui, elle ne peut plus être battue. Ils ont annihilé l'infanterie adverse. Il n'y a plus de combattants pratiquement aujourd'hui. Il y a encore des gens qui tiennent, mais aujourd'hui, là encore, j'essaye de le lire, mais je ne suis pas toujours cru parce qu'il y a des gens qui croient que si l'armée russe n'avance pas, c'est qu'elle ne peut pas avancer parce que les Ukrainiens sont tellement efficaces et tellement courageux que non, c'est pas ça. Leur formateur anglais qui les oblige à aller au front, il les tue maintenant. Donc, on ne peut pas dire ça. L'armée ukrainienne s'est comportée. Déjà, elle n'a pas respecté les règles du droit de guerre, puisqu'elle a tué des blessés pour ne pas avoir à payer la retraite en plus, la retraite des soldats. Ils ont tué leurs prisonniers. Ils n'ont respecté aucune règle et ils sont véritablement une armée qui a été efficace, quoi, à aucun moment. Non, mais là, bon, leur armée, elle est à volo, là, elle est quasiment détruite au point qu'ils sont obligés de recruter les femmes. Hein. Aujourd'hui, ils ont recruté 40 000 femmes pour aller au front. Donc, c'est pas, ils vont pas tenir éternellement comme ça, mais les Russes, eux, ne veulent pas accélérer. Ils n'ont pas mis le pied sur l'accélérateur. Le jour où ils voudront, ça se fera, mais pour l'instant, le temps joue en leur faveur sur le plan économique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les BRICS, les BRICS, ça a été une victoire presque militaire pour la Russie. Les gens ne se rendent pas compte. Le sommet de Johannesburg et l'élargissement de 6 à 11, ça a été une claque pour le monde occidental, une claque. C'est-à-dire que le monde entier a fait passer un message en disant, nous, aujourd'hui, notre du côté de la multipolarité, du côté de la Russie et de la Chine. Donc là-bas, ils ont remporté une première victoire économique. La réconciliation entre l'Inde, entre l'Iran et la Turquie, c'est également une victoire pour la Russie, une victoire. Alors c'est pas la Russie qui l'a fait, c'est sous l'égide de la Chine, mais ça aide énormément parce que ça montre aussi que pour que l'Arabie Saoudite ait basculé comme ça montre bien qu'elle ne veut plus avoir affaire à l'Occident, quoi. L'Occident n'est plus sa tasse de thé. Vous avez trouvé que quel était le rôle de Starlink, d'Elon Musk, dans la couverture des réseaux et ce genre de choses? Est-ce que maintenant le côté satellitaire a un gros rôle, je crois, hein, dans tout ce qui est oui, pour le renseignement. Hein, aujourd'hui, il n'y a pas un déplacement de troupes qui puisse passer inaperçu. Mais les Russes ont à peu près la même chose dans la région. Hein, donc aujourd'hui, toutes les concentrations qui se font avant une attaque, normalement, on se concentre, hein, on concentre des forces, et toutes ces concentrations, elles sont connues de l'adversaire. Alors cela dit, Musk était prudent parce que il sait très bien que les satellites, ça se détruit. Hein. On peut détruire les satellites, on peut les abattre aujourd'hui, et les Russes ont les moyens de les abattre s'ils le souhaitent. Et Musk a dit tout de suite, moi, je ne veux pas être mêlé à votre guerre. Enfin,
Je veux plus que mes satellites soient utilisés de manière exclusive pour un camp, pour le camp ukrainien, et donc il a retiré un peu ses billes. Hein. Et Musk, manifestement, est un homme qui a compris et qui est plutôt du côté de Poutine, quelque part. Hein. Enfin, il n'est pas du côté de Poutine, il est du côté de la paix. C'est-à-dire, il considère qu'aujourd'hui, on perd son temps en Ukraine et que l'Ukraine, c'est fini. Hein. On a été trop loin, on a poussé le bouchon trop loin, c'est ce qu'il dit. Hein. Il le dit dans ses déclarations. Il trouve qu'on est allé trop loin et que donc on n'arrivera à rien contre la Russie parce que la Russie, et il a dit, hein, il a dit par exemple que il suffisait de regarder le nombre de personnes, le nombre d'habitants respectifs de la Russie et de l'Ukraine. Il a bien vu que l'Ukraine a perdu une large part de sa population, soit parce qu'elle est partie du côté des Russes, soit parce elle a émigré en Occident, et il leur reste sur les 42 millions qu'ils étaient supposés avoir, il leur reste pas grand-chose, quoi. Il leur reste peut-être 20 millions d'habitants qui sont encore sur place, à comparer aux 140 ou 150 millions de Russes maintenant, avec l'apport des nouveaux territoires, ils sont plus de 150 millions, quoi. Donc il y a un peuple de 150 millions qui a les capacités technologiques, qui a les capacités de fournir des armements à grande cadence. Ben, on ne peut pas le gagner. Hein. Vous avez été impressionné par les missiles russes? Ben, les missiles russes, pour l'instant, ils n'ont pas encore frappé avec des têtes. Ils ont frappé avec des. Ils ont quand même frappé un bunker Oui, ça oui, oui, oui. Bon, mais ils n'ont pas encore montré l'efficacité, parce que pour moi, des tirs d'efficacité, c'est à la fois le nombre de missiles qui sont tirés d'un seul coup. Alors, ils ont montré qu'ils étaient capables, plusieurs jours de suite, d'en balancer une centaine sur l'Ukraine. Donc, ils ont quand même ils ont fait quelques frappes spectaculaires, mais pour l'instant, ils ont gardé leurs missiles les plus sophistiqués. Ils ont utilisé, je crois, le Kinzhal 3-4 fois, hein, en Ukraine, mais pas plus, alors ils gardent leurs réserves. Hein. Alors, est-ce que il y a certainement une partie de bluff là-dedans, hein, mais il y a une partie aussi qui a été vérifiée, quoi, qui inquiète suffisamment les Occidentaux pour qu'ils se méfient. Quoi. Parce que moi, je ne connais pas le potentiel destructeur des armes nucléaires. Parce que je regarde, les gens disent oui, s'il y avait une guerre nucléaire, le monde n'y survivrait pas. Mais quand vous voyez Hiroshima et Nagasaki, les gens continuent à vivre aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais même après Fukushima, les gens ont repris leur vie là-bas. Moi, je connais des gens qui ont fait les deux, hein. Enfin, qui sont morts pacifiquement dans leur lit. Il y a des gens qui ont reçu la bombe d'Hiroshima et la bombe de Nagasaki, les deux bombes sur la tête, enfin pas sur la tête directe, mais qui ont échappé à l'une. Il y a un gars qui prenait le train à Hiroshima. Et au moment où il a pris le train, la bombe atomique est tombée. Bon, le train a pu continuer. Hein, vous savez, les essais nucléaires, quand on les faisait soit dans le Sahara, soit sur les atolls, sur l'endroit où on mettait la bombe, à 2 km ou 3 km, il y avait des observateurs. Hein. Donc on observait la bombe. La bombe, ça ne casse pas tout, ça ne tue pas tout, Le potentiel de destruction a beaucoup augmenté par rapport à ces époques-là. Est-ce que le potentiel de destruction est plus important aujourd'hui? Non, je crois pas qu'il le soit. Enfin, la puissance des bombes a augmenté, mais vous savez, c'est pas parce que vous augmentez. Si vous multipliez la puissance de la bombe par 100, par exemple, en mettant un nombre de kilotonnes, les effets sur le terrain ne sont guère multipliés que par 2 ou par 3, pas plus. Ah oui. Ouais, les effets sur le terrain ne sont pas multipliés par 100. Donc, il n'y a pas proportionnalité entre la puissance de la bombe et les effets sur le terrain. Donc, ça, c'est un premier point. Bon, ensuite, des bombes atomiques sur la Terre, il en est tombé déjà des centaines. Hein, des centaines.
puisqu'il y a eu les essais américains qui ont été multipliés. Nous, on en a fait un paquet aussi. Hein, et les Chinois en ont fait, les Russes en ont fait. Bon, il y a eu des essais nucléaires, il y en a eu. Et la Terre, elle continue à vivre. Hein, il n'y a pas. Bon, alors, on nous dit, oui, mais il y a eu Tchernobyl, machin, truc chouette. Bon, Tchernobyl, bon, on peut passer. Alors, ce que nous, à notre époque, on faisait des exercices où on se tirait des bombes des bombes nucléaires tactiques sur la figure. Hein. À l'époque, dans nos exercices, l'emploi du nucléaire tactique était quasiment toujours à l'ordre du jour. Il y avait toujours emploi du nucléaire tactique. Alors, le nucléaire tactique, quand la bombe est tombée et qu'on peut traverser la zone où la bombe est tombée, le tout, c'est de ne pas y rester des jours. Si on y passe une heure juste au travers et qu'on continue et qu'on se décontamine de l'autre côté, bon, on survivra. Hein. Il n'y a pas de problème. On est dans des chars ou non, mais il ne faut pas traverser à pied. Hein. Il faut pas traverser à pied parce que c'est trop long. On reste trop longtemps. Et puis, il ne faut pas traverser une heure après. Quoi, hein. Il faut traverser, mais on traverse quelques heures après. La concentration baisse très rapidement. Hein, la concentration de la radiation. Les radiations baissent très rapidement. Et on peut traverser ces zones-là dans des véhicules blindés et pressurisés. Et c'est ce qu'on faisait, nous. Dans tous nos exercices, on traversait ces zones avec des précautions pour ne pas respirer des trucs. Donc, on avait des masques, on avait des combinaisons, et on traversait, et on allait attaquer ou détruire les forces derrière, quoi. Donc, c'était pas et on en tirait plusieurs. Hein, et c'était des bombes qui faisaient la puissance d'Hiroshima. Hein, des bombes de 10, 20, 10 kilotonnes au minimum. Hein. C'est ce qui est déjà énorme. Hein, 10 000 tonnes de TNT, l'équivalent de 10 000 tonnes de TNT, 10 kilotonnes, c'est déjà des armes importantes. Hein. Mais on en tirait plusieurs. Hein, on n'en tirait pas qu'une. Hein. Donc, ça, c'est des bombes, des bombes qui à l'époque alors avait quand même un défaut, c'était de casser un peu tout, quoi, de casser le matériel, de casser également l'environnement, c'est-à-dire les bâtiments, et de créer des obstacles à la limite. Donc après, il y a eu ce qu'on a appelé les bombes à neutrons. Les bombes à neutrons, c'était des bombes qui, elles, n'avaient pas d'effet de souffle, d'effet destructeur aussi fort, mais qui détruisaient et qui tuaient les personnels seulement. Donc on pouvait récupérer par exemple beaucoup plus de radiation et beaucoup moins de souffle. Et on pouvait récupérer du matériel de l'ennemi, quasiment intact. On ne cassait pas tout, quoi. C'était des bombes qui étaient nucléaires aussi, mais qui avaient on appelait ça les bombes à neutrons, hein, qui neutralisaient l'adversaire, hein, sans dommage excessif sur le matériel, hein, qui laissait beaucoup de matériel à peu près presque en état de marche, quoi. Il suffisait après, donc, au bout d'un certain temps, de décontaminer le matériel. On pouvait même le récupérer, quoi. Ils ont fait au-dessus de la bombe à neutrons? Alors aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, mais à mon avis, ça a été les recherches nucléaires chez nous, en tout cas, ont été quasiment abandonnées, quoi, parce que alors. Hein? Vous ne direz rien sur l'antigravité alors? Non, mais le père Petit, bon, on voit bien qu'on ne l'a pas suivi et on a eu tort, hein, de ne pas suivre ses élucubrations. De temps en temps, quand on a un professeur Nimbus comme lui, il faut l'écouter. Puis des fois, il y a de bonnes idées et apparemment, ces idées étaient les bonnes, hein, sur l'hypersonique. Il parlait aussi de l'antigravité. Parce que tout à l'heure, je parlais de l'antimatière. Parce qu'il parlait aussi de bombes antimatière qui auraient été développées. Bon, après, ça, c'est une thèse. Mais il parlait de l'antigravité, comme quoi il y avait la possibilité aujourd'hui d'avoir des engins qui
qui se défiaient de la gravité, et donc ce qui permettait d'obtenir des vitesses qu'on ne peut pas imaginer, quoi. Quand on prend en référence des avions de chasse, ça n'a plus rien à voir. Ben Lui, là, il dit que c'est déjà... oui, oui, mais lui d'ailleurs, il a bien, en mettant en place l'hypersonique, il a dépassé très largement tous les avions de chasse. Là, on est un avion de chasse, ça va à Mach 2, Mach 3, éventuellement peut-être, mais là, et lui c'est du Mach 20, hein, Mach 20. Ouais. Donc ça va 4 ou 5 fois plus vite qu'un avion de chasse, hein. Donc, c'est rien à voir, hein. L'hypersonique, c'est quelque chose de... Et l'hypersonique, c'est une exclusivité, j'allais dire. Alors, il y a l'Iran en a, la Chine en a, et la Russie en a. Mais l'Occident n'en a pas. Nous, on n'en a pas, hein. En Occident, il n'y en a pas. Dans l'OTAN, il n'y a pas d'hypersonique. Les États-Unis n'ont pas d'hypersonique. Ils ont du supersonique, mais pas de l'hypersonique. Supersonique, c'est au-dessus de la vitesse du son, hein, mais ils ont Mach 2, Mach 3, mais ils n'ont pas Mach 20. Et là, on parle de Mach 20, hein, c'est-à-dire que les temps de parcours sont sacrément réduits. Oui, parce que leur missile Kinsal aux Russes, ça va jusqu'à Mach 11, si j'ai bien compris. Oui. Déjà pas mal, Mach 11. C'est déjà c'est trois fois la vitesse d'un avion de chasse performant, hein. Pour idée, Mach 11, ça fait 11 000 km/h. Ben, il faut regarder, hein, c'est la vitesse. Vous regardez la vitesse du son. La vitesse du son, c'est 400 mètres, 400, à peu près 400 mètres secondes, hein. C'est entre 300 et 400 mètres secondes la vitesse du son, hein. Ouais, parce que Et donc, Mach seconde, hein, 3 à 400 mètres secondes la vitesse du son. Donc, Mach 1, c'est 1 km en 3 secondes, quoi, on va dire. Mach 1. Mais Mach 11, c'est 11 km en 3 secondes. Il faudra regarder les échelles, mais c'est impressionnant, quoi. Non, mais ça va très vite, hein. Ça traverse le Concorde, il faisait Mach 1, hein, et c'était déjà considéré comme un... Hein, un avion de ligne, ouais. Ouais, c'est pour un avion de ligne, il faisait la vitesse du son, quoi. Il était capable d'aller à cette vitesse-là, quoi, c'est-à-dire 300 mètres secondes. C'était un symbole du gaullisme. Et le 11 septembre, tout s'effondrait pratiquement. À cette époque-là, il y a tout un symbole de diplomatie, d'air qui a disparu maintenant, qui s'est effondré avec cette histoire du 11 septembre. Toute une période, tout arrivé. Enfin, mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que la guerre ne se fait plus comme avant, hein, puisque on l'a vu avec les drones, hein, et avec les missiles. Ces missiles qui permettent des tirs de saturation, moi je suis très inquiet pour les porte-avions américains. L'Amérique, en temps normal, a 11 groupes porte-avions. 11 groupes porte-avions. Donc un porte-avions et quelques navires d'accompagnement, hein, qui sont il y a un croiseur, il y a un pétrolier, des pétroliers de ravitaillement, etc., pour que le porte-avions peut... Hein, ils ont des sous-marins qui accompagnent les porte-avions? Oui, en général, mais dans le groupe porte-avions, en général, ils mettent un sous-marin aussi, hein, dans la... Mais bon, c'est devenu des... Alors, il y a 70 avions dans chaque groupe porte-avions, donc 11 groupes porte-avions. Sur papier, ça fait 770 avions. Mais le problème, c'est que ça nécessite beaucoup de maintenance et que les porte-avions sont âgés. Donc, en gros, à un instant T, il n'y a jamais plus de la moitié des porte-avions à la mer. Il y a la moitié en maintenance et la moitié à la mer, parce qu'ils ne peuvent pas. Et les autres, ils sont en réparation, ils sont en cale sèche, bon. Donc, des groupes porte-avions, ils en ont 5. 5 opérationnels. C'est ce qu'ils avaient mis pour la guerre d'Irak.
pour la guerre d'Irak, ils avaient mis 5 groupes porte-avions pour attaquer l'Irak, qui était un petit pays. Vous voyez bien qu'avec l'Iran, ils ont toujours les mêmes 5 groupes porte-avions disponibles. Alors disponibles pour couvrir la planète. Mais ces porte-avions sont facilement exposés aujourd'hui, c'est plus. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, il y a à la mer, il y a, à ma connaissance, hein, il y a 2 groupes porte-avions qui sont à proximité, soit en Méditerranée, soit de temps en temps. Mais là, il n'y en a plus, je crois, en océan Indien. Mais ils sont en Méditerranée. Hein, il y a l'équivalent de 2 groupes, où il va y avoir l'équivalent de 2 groupes porte-avions, donc 2 porte-avions, on va dire. Hein. Et puis il y en a un 3e en mer de Chine, c'est tout. Hein. Donc pour l'instant, il y en a 3 à la mer, et on ne fait pas la guerre avec 3 porte-avions. C'est pas. Est-ce que du coup, l'armée française au milieu de ça vaut quoi? Ben nous, on a un porte-avions qui, par bonheur, je crois, est disponible en ce moment, parce que lui, il a aussi beaucoup de maintenance. Hein. Donc, il vient de sortir de 6 mois d'indisponibilité, dans laquelle on n'avait pas de porte-avions du tout. Donc là, on a un porte-avions nucléaire. Les Anglais en ont un aussi. Hein, mais nous, on n'a pas nos porte-avions, ils sont pas de la même classe que les Américains, ils sont plus petits et ils ont beaucoup moins d'avions. Hein, ils n'ont pas 70 avions. Je pense qu'on n'a même pas la moitié. Hein. L'armée française, en général, pas que sur le côté maritime, si on prend l'armée de l'air, l'infanterie, le niveau est moyen. Non, le niveau aujourd'hui est bas, j'entends, au plan. Moi, je dirais que c'est une armée qui s'est décomposée au fil du temps. Hein, depuis 1990, la puissance de l'armée française a considérablement baissé pour des raisons de budget. Hein, c'est-à-dire les budgets ont été divisés par 2, hein, on va dire, alors que le prix des armements coûte de plus en plus cher, le prix du personnel aussi. Et donc on a réduit les personnels d'à peu près, on a divisé par 3 le nombre de personnels depuis 90. Hein. On a divisé par 3 les personnels, on a divisé par beaucoup plus de 3 les matériels. Hein. Par exemple, moi je suis rentré dans une armée, il y avait 1400 chars de bataille. 1400 chars de bataille, aujourd'hui il en reste 200. C'est simple, hein, c'est 200 chars de bataille, et sur les 200, on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent tous. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la disponibilité, c'est comme les porte-avions, hein. Vous avez la disponibilité opérationnelle technique, et la disponibilité opérationnelle technique, c'est Quand vous dites ça, vous ne faites pas une opération de désinformation pour cacher les capacités de l'armée française. Vous dites les choses véritablement. Oui. Non, mais il y a pas. Le pire, c'est qu'on est la moins mauvaise armée de l'Union européenne. Et donc, on est. Les Britanniques, ils ont 200 chars. Hein, et les Allemands, 200 chars. Donc, aujourd'hui, l'Allemagne plus la Grande-Bretagne plus la France, c'est la moitié des chars qu'on avait à la France toute seule en 1990. Les Allemands ont le droit d'avoir des chars. Je ne savais pas qu'ils avaient le droit d'avoir une armée. C'est récent. Si. Oui, non, c'est récent. C'est depuis la réunification et depuis leur entrée dans l'OTAN, ils ont le droit d'avoir une armée. Ils ont toujours une armée. Et alors ça, l'armée, elle peine d'abord parce qu'elle n'a pas les quantités de matériel qu'il faudrait. Elle n'a pas la maintenance qu'il faudrait, c'est-à-dire que ces matériels, déjà peu nombreux, sont encore moins nombreux parce qu'ils ne sont pas en état. Elle a également des problèmes de munitions, puisqu'il est connu aujourd'hui, il y a des rapports parlementaires, etc., qui le disent. On a 4 jours de munitions. Après, on ne sait plus comment faire. Hein. Donc, au bout de 4 jours de bataille de haute intensité, on lève les mains. Hein, ah oui. 4 jours. Ça, 4 jours. Donc, mais ça a toujours été prévu un peu comme ça. À l'époque de la guerre nucléaire, on disait l'armée, elle n'est pas là pour gagner la bataille sur le terrain, elle est là pour contenir l'adversaire, densifier l'adversaire, et après on tire un nucléaire dessus. C'était ça l'idée. Donc on n'avait pas besoin mais on avait plus que ça. Nous, on avait
à notre époque, on avait une vingtaine de jours de munitions. Maintenant, on a réduit à 4 parce que ça ne sert à rien d'avoir des stocks qui servent, il faut le dire, ils n'ont pas servi beaucoup au cours des années précédentes. Donc, voilà quoi. Et puis, oui. Non, allez-y, allez-y. Et puis, il n'y a pas de réserve non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve. Autrefois, tous les gens faisaient leur service militaire. Quand ils faisaient leur service militaire, ils étaient réservistes pendant plusieurs années après leur service militaire. Donc, on avait une réserve potentielle importante. Aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire, donc il n'y a pratiquement plus de réserve. Dans un certain sens, pour être positive, vu que la France est pro-américaine, à la limite que les gens ne s'engagent pas dans l'armée, ce n'est pas un problème, parce que s'il y avait une guerre, ça serait du mauvais côté, quoi. Oui. Ah ouais, non, mais pour je sais pas, je dis pas que notre côté, le côté de son pays est forcément toujours bon. Alors, on peut pas dire non, mais sauf que là. Des États-Unis et d'Israël, je préfère sauf que les que là, jeunes on n'est pas en état de faire une guerre de haute intensité. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que nos forces ne sont pas entraînées au combat de haute intensité depuis des années et des années. On n'en fait plus. Toujours pareil, la durée d'entraînement des forces a été considérablement réduite. C'est-à-dire que les forces s'entraînent aujourd'hui beaucoup moins qu'elles s'entraînaient autrefois. Pourquoi? Parce que la journée de travail d'un militaire d'active, ça n'a rien à voir avec la journée de travail qu'avaient les appelés à l'époque où on avait encore des services militaires. Nous, les appelés, on passait une journée complète. On démarrait le matin, réveil à 6 heures, et le soir, des fois, on avait combat de nuit. Donc, un combat de nuit, on rentrait à 1 heure du matin, quoi. Et le lendemain matin, à 7 heures, on repartait. Aujourd'hui, non, c'est pas possible. Avec des professionnels, on ne peut pas maintenir ce rythme d'entraînement. Donc, on a considérablement abaissé le niveau de l'entraînement. Et aujourd'hui, on a des gens qui tirent moins bien, qui font tout moins bien, quoi, parce qu'ils le font beaucoup moins souvent et que l'entraînement, c'est du drill, c'est de... Moi, j'ai un copain qui était formateur de l'armée française, qui est en Afrique, et il m'a dit, je me suis barré parce que j'ai vraiment l'impression qu'on bosse pour des compagnies privées et qu'on ne fait pas notre boulot comme on devrait. Il disait un peu dégoûté, quoi. Il disait, voilà, mon but, c'est pas de... Aujourd'hui, l'armée française a du mal à recruter. Elle ne recrute plus les soldats elle a l'argent pour les payer. Ce sont des effectifs qu'on appelle des effectifs budgétaires. Donc, elle pourrait normalement recruter plus, mais comme les gens ne viennent pas, elle ne peut pas recruter. Et donc, elle est en sous-effectif par rapport aux effectifs papier. Sur papier, elle a des effectifs, mais les effectifs ne sont pas là parce qu'elle ne recrute pas. Oui, mais il y a aussi cette impression qu'ils sont, les soldats, débauchés pour des intérêts privés, et ça peut aussi gêner, quoi, parce que quand on a une idée de nation un peu et qu'on a l'impression de faire un boulot de gardien, des trucs, parfois, enfin, je sais pas, moi, c'est ce qu'il a ressenti et qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, moi, les compagnies privées qu'on me demande de défendre en Afrique, ça me gave, je m'arrête. J'ai pas l'impression de faire mon boulot correctement. Non. Il y a également un soldat, bon, ça se bat pour une cause. Si la cause est pourrie, le soldat, il se battra pas bien. Et il y a un moment où il arrêtera, quoi. Il dira stop, moi je m'en vais, ça m'intéresse pas. Et beaucoup aujourd'hui ne sont plus intéressés par la carrière militaire parce que elle offre plus l'intérêt qu'elle avait auparavant. Moi, je le dis aujourd'hui, un colonel, il a l'initiative d'un sergent de notre époque, quoi. Un sergent. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas d'initiative, parce qu'il y a tellement de moyens de communication qui reçoit des ordres toutes les 5 minutes, des ordres des contrôles des échelons supérieurs, qui sont pléthoriques, évidemment, qui ont que ça à faire. Et donc, le colonel, il n'a pas la disposition de ses compagnies. On lui prend une compagnie pour faire ci, une compagnie pour faire ça, une compagnie pour... Et souvent,
il n'a pas son régiment, quoi. Il n'a même pas la disposition de ses hommes. Donc, c'est beaucoup moins passionnant que. Pardon? C'est moins motivant parce qu'en fait, ce que je voulais dire par là, avec l'exemple du copain dont je parle, c'est que est-ce que l'armée n'a pas été vidée de son sens et que finalement, il n'y a plus vraiment de vidéo qui permettrait normalement de s'impliquer, quoi. Parce que si on n'y va pas, parce que si on y va en pensant défendre les intérêts de la nation et des Français, puis que finalement, on a l'impression ensuite d'être dévié vers autre chose et d'être un peu travesti pour d'autres choses, c'est vrai que c'est pas motivant. Oui, bon, après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais bon, c'est vrai que Est-ce que l'armée le métier a beaucoup, beaucoup changé, hein, depuis que moi je suis rentré dans le système d'abord à l'âge de 11 ans, hein, puisque en 1959, j'avais 11 ans et je suis rentré au Prytanée militaire de la Flèche. Donc j'ai fait des études en étant encadré. Alors j'ai fait toutes les études académiques, hein, de la sixième à la terminale et même maths sup, maths spé. Mais j'ai fait ça encadré, donc sous l'uniforme. J'étais en uniforme du matin au soir et j'étais encadré par des militaires, hein. J'avais un chef de section, j'avais etc. Donc je vivais la vie militaire. Hein. c'était légal à cette époque? Oui, 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 oui. Non, mais même à cette époque, il y avait même à 6 ans. À D'accord. 6 ans. À 6 ans, c'était les orphelins de guerre. Ils étaient à ce qu'on appelait l'école militaire enfantine d'Herriot. Herriot. En tapant sur Google, on doit pouvoir retrouver l'école militaire enfantine d'Herriot. Donc là, il y avait des enfants de 6 ans qui étaient sous l'uniforme et qui avaient la même vie, mais qui n'avaient pas de parents, parce que les parents étaient morts à la guerre, etc. Donc, voilà, quoi. Et moi, je suis rentré donc au Prytanée militaire, j'ai fait 9 ans d'études académiques, hein, on faisait de très très bonnes études d'ailleurs, parce que il y avait que ça, hein, on était pensionnaires, donc on dormait dans des casernements, hein, exactement comme à l'armée, hein, donc, et après, bon, je suis rentré donc à Saint-Cyr, à l'école militaire spéciale militaire de Saint-Cyr, où on forme les officiers. Et après, je suis parti donc dans la carrière à la Légion étrangère, et dans les chasseurs alpins et dans le renseignement. Et une carrière, c'est une succession de métiers différents, hein, complètement différents, hein. Ça n'a rien à voir entre. J'ai été, par exemple, chef de section, donc j'avais 40 légionnaires en Guyane française, à faire des patrouilles sur le Maroni et l'Oyapock, des patrouilles de très longue durée, ça durait un mois la patrouille. J'ai été seul maître à bord après Dieu, j'avais 5 grandes pirogues chargées de matériel, de tonnes de matériel, et je remontais les fleuves pendant un mois et je n'avais aucune communication avec mes supérieurs, c'est-à-dire que j'étais tout seul avec 40 bons hommes et je parcourais le fleuve, je remontais le fleuve jusqu'à sa source. C'était des périodes passionnantes parce qu'on découvrait un pays neuf. La Guyane, à l'époque, c'était pas la Guyane d'aujourd'hui, hein. Il y avait 50 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a presque 400 000. 50 000 habitants quand j'y étais. Et il y avait beaucoup de lépreux, par exemple. Il y avait 2000 lépreux sur les 50 000 habitants, ce qui est énorme. Il y avait beaucoup de lépreux. Donc, on s'occupait de la santé, on s'occupait de faire voter les populations, on s'occupait de tout, quoi. On leur amenait le médecin, on leur amenait, on gardait la frontière, on avait des missions passionnantes à l'époque, qui n'étaient pas seulement de garder les sites en France, faire Vigipirate, hein. Ça n'avait rien à voir avec Vigipirate, c'était des métiers déjà passionnants. Et puis après, bon, oui. Est-ce que vous rejoignez un peu ce point de vue, c'est que peut-être le sentiment que l'armée a été vidée de son sens aujourd'hui par le fait qu'on est aligné sur des intérêts extérieurs et qui sont parfois au détriment de la France, quoi. C'est ça que je voulais dire. Non, je crois que la grande nouveauté, je pense qu'il a tout changé, hein, qui a changé, c'est 1990, hein, l'effondrement de l'Union soviétique. Là, tout a changé, c'est-à-dire que déjà la menace
la menace avait disparu. L'Union soviétique, tout ça, c'était quasiment effondré parce que le produit intérieur brut de la Russie, qui avait remplacé l'Union soviétique, était tombé au niveau de celui de la Hollande. Donc c'était tombé très très bas, très très bas. Enfin très très bas. Je ne dis pas que la Hollande a un PIB très bas, mais bon, la Russie, qui était la deuxième puissance économique mondiale jusqu'à cette époque-là, elle s'est effondrée hein, économiquement en voulant suivre dans la course aux étoiles le bluff américain là, de la course aux étoiles. Les Russes ont beaucoup trop investi sur l'appareil militaire et donc bon, ça a coulé et leur armée a coulé. Donc il n'y avait plus de pacte de Varsovie qui avait été dissous aussi. Et donc les armées occidentales se sont dit bon, ben maintenant c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'investir sur la défense. Et donc, elles ont divisé leur budget dans des proportions incroyables, quoi. Et donc, les armées sont tombées en capilotade avec les budgets, quoi. Et avec les budgets, avec cette nouvelle assurance que tout était fini, quoi. Il n'y avait plus de menace. Hein. Donc, les motivations, les entraînements, tout ça, bon, tout ça est progressivement, petit à petit, c'est tombé. Les matériels, c'est pareil, hein, plus de budget, donc les matériels ont été sabrés, quoi, en quantitatif. On est tombé, le nombre de chars a décru très rapidement, le nombre d'avions et les effectifs ont fondu que dans les trois armées, hein, dans la marine, dans l'armée de l'air et dans l'armée de terre. Il n'y a que la gendarmerie qui est restée à peu près au niveau où elle était avant, avec 110 000 hommes en gros. Et tout le reste des effectifs a fondu et voilà quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, il y a eu un boom des opérations extérieures. C'est-à-dire qu'on s'est engagé sur beaucoup de théâtres extérieurs, africains. Il y a eu le Liban d'abord, hein, puis après, il y a eu, à partir des années 90, il y a eu les Balkans. Dans les Balkans, on s'est engagé en Bosnie, en Bosnie et au Kosovo, quoi. Et puis on s'est engagé beaucoup en Afrique. Hein. L'Afrique est devenue un endroit où on a déployé beaucoup d'hommes. La Yougoslavie, ça doit être une mauvaise expérience du coup, parce qu'on a fait vraiment l'armée a fait vraiment un mauvais travail là du coup, parce que ça a été un démantèlement. Non, l'armée là-bas a fait le travail qu'on lui a demandé de faire. Hein. C'est-à-dire que, alors je dis pas que c'était avec le recul, si vous voulez, quand on comprend la géopolitique mondiale, on comprend bien que l'affaire de Yougoslavie était cousue de fil blanc. Hein. C'est-à-dire que c'était une opération qui a été initiée dès le début par les Américains, hein, qui souhaitaient démembrer l'ex-Yougoslavie, parce que l'ex-Yougoslavie, c'était une puissance indépendante, souveraine, qui était restée longtemps souveraine avec Tito, c'était solide, hein, qui n'était d'ailleurs ni tournée vers l'Est, ni tournée vers l'Ouest. Hein. Elle était indépendante et ça, bon, les Américains avaient déjà dans l'idée, en 90, l'encerclement progressif de la Russie hein, et le démembrement à terme de la Russie. Donc, ils se sont essayés d'abord sur la Bosnie, sur les Balkans, quoi, et sur l'ex-Yougoslavie. Donc, ils ont réussi à diviser le pays en plusieurs entités, quoi. Ça a été des mesures, là encore, hein, ça a été des mesures économiques. La guerre, elle a déclaré, elle n'est pas partie. On a amené le pays à se mettre en guerre civile tout seul par des mesures économiques. C'est-à-dire qu'on les a forcés on leur a posé. L'économie, pour eux, c'est une arme. Hein. Ouais, on a utilisé cette arme, les Américains ont utilisé cette arme, et après, l'ex-Yougoslavie, qui était une république fédérale, où il y avait en fait plusieurs États, plusieurs républiques, hein. Il y avait la Slovénie, il y avait la Bosnie, il y avait la Serbie, il y avait la Croatie,
Il y avait plusieurs pays qui étaient, plusieurs républiques qui étaient fédérées, quoi. Et on a fait sauter la fédération pour en faire 5 pays. Donc on en a mis certains de notre côté, de l'autre, la Serbie est restée toujours de l'autre. Et puis on a réussi, finalement, le coup a réussi, hein, en quelques années, donc on va dire entre 90, effondrement de l'Union soviétique, fin 90 et l'effondrement enfin la fin de la guerre civile yougoslave, il s'est passé 7 ans ou 8 ans, quoi. En 97, c'était terminé, quoi. On avait réussi le coup, quoi. Et pendant ce temps, il y a eu les extensions à l'est de l'OTAN, avec ces canons, ces bases, etc., qui avançaient au fur et à mesure. Alors on faisait de la Russie. Ouais. Et toujours pareil dans le cadre de l'encerclement de la Russie. Et aujourd'hui, on arrive d'ailleurs. Alors l'encerclement n'est pas totalement terminé, mais puis on aimerait bien qu'il se termine avec la Biélorussie, avec l'Ukraine, avec la Géorgie, etc. Il reste encore une couronne de pays avant de toucher vraiment les frontières de la Russie. Donc on n'a pas encore tout, on n'a pas terminé, mais là on est tombé sur un mur, évidemment, en Ukraine. C'est quand même une paranoïa hallucinante des anglo-saxons de vouloir à tout prix avoir ce comportement d'aller aux frontières des autres et de provoquer, d'avancer. Parce que les Russes n'ont pas cette mentalité d'emmerder les gens, quoi, hein, autant le dire, quoi. Pas aujourd'hui, non, ils l'ont plus, hein. C'est pour ça qu'on délire quand on dit que les Russes veulent venir reconquérir la Pologne, reconquérir l'Empire. Ils n'en ont pas envie du tout, hein, parce qu'ils savent très bien que sur le plan économique, c'est pas viable. C'est-à-dire, on peut pas. Pas besoin de plus de surface. Ils ont une population immense sur le pays le plus grand du monde. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais par contre, ils sont attachés, ils ont des valeurs, ils sont attachés à l'histoire. Ils sont attachés aux russophones qui leur font confiance. Donc, tout ce qui est Biélorussie, tout ce qui est pays à la périphérie, hein. Il y a d'autres pays aussi, hein. Il y a tous les pays d'Asie centrale avec le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, tout cela, on n'a pas encore réussi à mettre les pieds dedans, mais on aimerait bien. On essaye au Kazakhstan, on essaye toujours, à chaque fois qu'il y a une petite opportunité. Mais la bonne nouvelle pour la Russie, hein, c'est que ces pays-là se rendent compte aujourd'hui finalement de l'impuissance de l'OTAN face à la Russie. Ils savent qui est le patron, quoi. Le patron, c'est pas l'OTAN, hein. L'OTAN, il a montré ses limites en Ukraine. Il continuera à les montrer partout, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, c'est tout, point. Et donc, les pays d'Asie centrale, aujourd'hui, préfèrent être d'accord avec le boss russe, qui est le Kazakhstan, par exemple, à 7000 km de frontière avec la Russie. 7000, bon, il ne va pas se mettre à dos la Russie pour complaire aux Occidentaux, c'est pas vrai. Donc, on aura beaucoup de mal à convaincre, et surtout après la défaite en Ukraine, hein, parce il faut quand même l'admettre, hein, la défaite, c'est nous, hein, qui l'avons eue. On a été battu en Ukraine, hein, parce qu'on n'a pas été foutu de soutenir un jeu de dupes, c'est que les Américains ont voulu détruire l'Europe en servant aussi de l'Ukraine. Le but, c'est d'affaiblir l'Europe. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la principale victime, outre les Ukrainiens qui ont ramassé, c'est d'affaiblir l'Europe. C'était le principal objectif. Oui, ben il est atteint, hein, il est atteint par les Américains, mais quelque part, ils ont affaibli également leur image un peu partout dans le monde. Ils l'affaiblissent encore plus aujourd'hui parce que le monde entier se rend compte, le monde entier regarde, hein, tout ça. Il regarde ce qui se passe en Ukraine, il regarde ce qui se passe en Palestine, il regarde ce qui se passe en mer de Chine, il regarde ce qui se passe face à l'Iran et face à la Corée du Nord, quoi. On se rend bien compte que l'OTAN et surtout les États-Unis et leurs bras armés, l'OTAN, ont atteint leurs limites aujourd'hui, quoi. Et on voit bien qu'ils arrivent, ils sont au bout, quoi, au bout de leur domination.
Le point positif, c'est qu'il y a des pays qui résistent aussi un peu à la déliquescence des valeurs occidentales, parce qu'il y a vraiment un problème de mœurs, quoi, qui Oui, sont... oui, 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 mais ça fait partie du tout, quoi. Et aujourd'hui, quand on examine bien, bon, les pays qui ne se sont pas encore prononcés, qui sont encore, et le choix de demain, il est clair, hein, ça sera la Russie. Et on le voit même à l'ONU, hein, il y a des votes aujourd'hui, notamment des votes sur la Palestine en Assemblée générale, où les États-Unis se retrouvent isolés avec Israël, hein, pour voter dans un sens, alors que le reste de l'humanité vote dans l'autre. Donc je pense que les Américains ont poussé le bouchon trop loin aujourd'hui, que beaucoup de pays en veulent beaucoup à l'Amérique, en tout cas les populations. Hein. Moi, essayez de vous promener en Amérique du Sud. Moi, j'ai parcouru plusieurs pays d'Amérique du Sud pendant des mois et des mois. Vous, Que la CIA a foutu comme coup d'État en Amérique ah, du Sud. mais les gens, les populations se souviennent de tout ça. Hein. Elles sont remontées contre les États-Unis, les populations. Hein. Alors, de temps en temps, ils réussissent à mettre un gouvernement qui tient pas très longtemps, d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, ils ont perdu. Tous les grands pays d'Amérique du Sud sont du côté russe, hein, enfin, du côté de la multipolarité, en tout cas. Alors, certains hésitent encore à se prononcer ouvertement, à dire qu'ils sont pro-russes, mais bon. Ouais, le Brésil est rentré dans les BRICS. Ouais, Oui, ouais, non, mais le Brésil, ça fait un bout de temps. Il est membre fondateur depuis 2008, hein, dans les BRICS. Ça a Ouais. commencé en 2008, les BRICS. 2008, les BRICS. Et Mais aussi, avant, il y avait eu l'Organisation de coopération de Shanghai. Parce qu'il faut ouais, savoir que après le bombardement de Belgrade, les Russes et les Chinois se sont dit, bon, on a compris, ils ne nous lâcheront pas jusqu'à ce qu'ils arrivent à Pékin ou à Moscou, quoi, jusqu'à ce qu'ils nous contrôlent, jusqu'à ce qu'ils nous démembrent. Donc, à partir du bombardement de Belgrade, c'est-à-dire, on va dire, début 99, hein, Poutine est arrivé au pouvoir peu de temps après, Xi Jinping également dans la foulée après, et donc ils se sont dit qu'il fallait se préparer. Et donc ils se sont préparés, ils ont fait en 2001 l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe, je l'ai dit, hein, 5 puissances nucléaires, hein, avec le même trio de têtes, hein, et maintenant le quatuor, on va dire, avec l'Iran, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, Corée du Nord. le Pakistan comme puissance nucléaire et, Et la, et l'Iran. Donc il y ah, a. la Corée du Nord dans l'histoire. Ah non, 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 c'est elle est pas dans l'organisation de coopération de Shanghai. Mais il y a d'autres pays, hein, ils sont 9. Hein. Après, il y a les pays d'Asie centrale, hein, le Kazakhstan, le Tadjikistan et compagnie, hein, qui font partie également de l'organisation de coopération de Shanghai. Il y a 9 pays. Mais enfin, il y en a 5 gros, hein, 5 musclés. Donc ça, c'est en 2001. C'est la Russie la diplomatie russe n'a cessé de préparer la confrontation qui a démarré en 2022, quoi. Alors en 2014, elle a réagi aussi vite qu'elle a pu en s'emparant de la Crimée, mais c'était sa première réaction. Elle n'avait pas encore les moyens de faire une opération spéciale, etc. Donc elle a soutenu tant bien que mal les républiques du Donbass là, pendant quelques années. Et puis en 2022, bon, donc c'est le clash, hein, mais la Russie n'a entamé son opération qu'avec une grande préparation qui a été antérieure. Hein. Ça fait 20 ans qu'il se prépare. Alors, beaucoup de gens ont reproché à Poutine d'avoir trop attendu pour intervenir. Hein. Ah non, oui, mais il attendait parce que lui, ce qu'il voulait, c'est une supériorité. S'il n'avait pas eu la supériorité des armes qu'il a annoncées dès 2018, hein, il avait trouvé les trucs, mais c'était pas encore dans les unités, c'était pas encore. Mais dès qu'il a eu la supériorité militaire, en technologie, hein, dès qu'il a eu le gap technologique, il a fait ce qu'il devait faire, hein, c'est-à-dire
opération spéciale en Ukraine. Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que Poutine s'est réveillé un beau matin en disant je vais attaquer l'Ukraine. Non, non, c'est pas. Des gens le trouvaient un peu laxiste, quoi, un peu mou, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été massacrés. Entre-temps, il y a les populations russophones du Donbass. Et beaucoup de gens lui reprochaient de ne pas intervenir en 2014. Ben, c'est comme en Syrie aussi, on lui reproche de ne pas avoir été assez ferme, etc. Mais enfin, il a quand même fait reculer Daesh. Il a sauvé le régime de Bachar al-Assad. Hein. Oui, mais on fait enfumer en Libye, parce que c'était pas Poutine, le président était Premier ministre, mais Medvedev s'est complètement fait avoir avec la Libye, par contre. Oui, je sais, ouais, je sais. Ouais. Mais là aussi, ça a été des gouttes d'eau qui sont tombées. Bon. Et la Russie, elle est partie quand elle était prête. Et là, maintenant, elle est prête. Hein, et aujourd'hui, l'OTAN n'est pas prêt, hein, c'est clair. L'OTAN, il a beau blablater, son état-major est prêt. Ça, pour blablater, ils sont forts. Hein, avec Stoltenberg à la tête et tous ses officiers. Hein. Il n'y a pas longtemps, ils ont démantelé un réseau de. Il y avait des laboratoires de création de groupes de synthèse au sein des bureaux de l'OTAN ou à Bruxelles. Vous n'avez pas vu ça? Non, non, mais bon, si vous voulez, c'est pas des informations qui sont. Quand on fait de la géopolitique, on s'arrête pas à ça, quoi. D'arriver quand même dans une organisation prétendument respectable avec tout un truc qui démantèle quand même au sein de l'organisme des réseaux de trafic de drogue et de laboratoires de création de drogue de synthèse couverts par l'OTAN. C'est quand même hallucinant. Non. Mais c'est le genre de choses qui se sont produites dans toutes les. Il y a eu l'affaire de l'Iran aussi, dans laquelle il y avait l'affaire de Oliver North, américain, l'officier américain qui a été pris et condamné pour des histoires de drogue aussi. Hein, c'est un truc de constater que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Afghanistan, en parallèle de l'activité militaire, il y a toujours des problèmes de trafic de drogue chez les anglo-saxons en parallèle. C'est-à-dire que l'opium. Oui, il y a eu la guerre de l'opium aussi en Chine, dans les. Au début du siècle. Début du siècle dernier. Oui, bon, voilà. Non, mais moi je suis optimiste parce que quand on est né à ce point-là, bon, la Russie est calme, hein, elle a fait preuve de beaucoup de retenue. Alors qui peuvent paraître pour de la faiblesse chez certains commentateurs, mais qui ne sont pas de la faiblesse. Ils sont du calcul. Poutine, c'est un joueur d'échecs. Il a compris comment il allait gagner la partie. Hein. La partie, il veut pas la gagner avec le sang de ses soldats. Il veut la gagner sur le plan économique et il va la gagner sur le plan économique. Hein. Aujourd'hui, c'est lui qui s'est emparé, quand on regarde bien, hein, le coffre de l'énergie mondiale. Qui sait quelle est les clés du coffre? Grosso modo, c'est Poutine, hein, qui les a. Puisqu'il a avec lui tous les gros, il a 80% de la production de pétrole mondial du côté des BRICS, 80%. Donc, hein, et ben il a tous les pays du Golfe qui sont passés de son côté. Il a l'Iran qui était déjà de son côté, mais il a l'Algérie, il a le Venezuela qui est un très gros producteur de pétrole aussi. Et puis il a lui la Chine, lui je veux dire lui la Russie qui est un très très gros producteur de pétrole aussi. Donc vous mettez tout ça bout à bout, ça vous fait 80% du pétrole travaille ou est en relation privilégiée avec les BRICS. Et si jamais l'Occident les emmerde, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le robinet. Hein. Ils coupent le robinet. Mais d'ailleurs, ils le font, ils utilisent déjà ce robinet pour faire monter les prix quand ils le veulent. Quand ils réduisent la production, toujours pour de bonnes raisons, hein, les coûts montent immédiatement, les cours du pétrole montent immédiatement, et ça va dans les caisses de qui? Ça va dans les caisses de la multipolarité, ça ne va pas dans les caisses de l'Occident. Hein. Donc,
l'Occident est en train de perdre la bataille de l'économie, il perd de la bataille également de la confiance, il perd de la bataille de la communication, de l'information. Aujourd'hui, même au niveau planétaire, j'entends, pas chez nous. Chez nous, on croit que parce que nos médias racontent tous à l'unisson en Occident un son de cloche, on croit que le monde entier est convaincu par ce qu'on dit. Non, pas du tout. Le reste du monde n'a pas confiance en nous et il s'aperçoit, par exemple, avec l'affaire de la Palestine. Hein, ça marche sur la plupart des Occidentaux, mais dans le monde n'est pas composé que de la partie occidentale, c'est certain. oui, mais voilà. Mais en termes de communication, dans tout le reste du monde, c'est la Russie qui gagne. Puisque les pays se tournent les uns après les autres vers les BRICS. C'est pas dans l'OTAN qu'ils veulent rentrer. En dehors de la Suède et de la Finlande, qui sont des pays marginaux, tout petits, quoi, on va dire. Hein. Petits, j'entends, en termes de population, c'est pas les quelques millions de Finlandais et de Suédois qui vont changer la donne. Hein. Par contre, quand vous avez un pays comme l'Iran qui rentre dans les BRICS, ou même l'Arabie Saoudite, c'est en termes de population et de produits intérieurs bruts, c'est bien supérieur à la Suède ou à la Finlande. Et il n'y a pas que, il y a d'autres pays qui sont candidats, hein, qui vont rentrer. Moi, la prochaine élargissement, je parierais que l'Indonésie va rentrer. L'Indonésie, c'est pas rien l'Indonésie. Il y aura probablement un Indonésie en Asie, il y aura probablement en Afrique l'Algérie qui va rentrer, hein, qui est aussi un grand pays. Hein, L'Égypte en fait déjà partie, l'Afrique du Sud, il y aura l'Algérie de l'autre côté. Bon, ça fera déjà une participation. Et puis il y a l'Éthiopie qui est rentrée simultanément. Hein, donc ça fera quand même une représentation africaine. Ils auront la confiance de l'Afrique. Hein. Aujourd'hui, la multipolarité, c'est la cause qui a le plus de confiance. L'hégémon US, personne n'en veut. Personne dans le monde, tout le monde a vu comment il s'y prenait, avec un pistolet sous la tête. Tu fais ça ou sinon je te condamne à des sanctions économiques. Je vais ruiner ton pays, je vais faire ci. Non, les pays, ils en ont à la casquette. Et aujourd'hui, ils essayent de se réfugier dans le système de la multipolarité. Et ça, c'est une tendance lourde qui porte en germe notre déclin. Hein. Et je voulais savoir, vous êtes engagé en politique ou pas? Non, je ne suis pas engagé en politique, non. Non, j'ai pas je n'appartiens à aucun parti et je ne suis proche d'aucun parti, si, du souverainisme. Hein. Donc, je serai assez proche, si je suis assez proche des positions d'Asselineau, par exemple, hein, des positions qu'il donne dans ses conférences. Je suis assez proche de positions sur la souveraineté hein, de la France. Je suis assez proche de Villiers, par exemple, hein, qui souhaite qu'on se détache des Américains. Enfin, moi, tout ce qui se détache des Américains, je suis plutôt proche d'eux. Et je suis contre l'atlantisme, hein, c'est clair. En termes personnels, hein, à titre... l'atlantisme, je pense qu'il a changé en 90. Avant 90, l'OTAN était une organisation défensive et depuis 90, donc depuis 33 ans, un tiers de siècle, ça s'est transformé en outil de conquête, de conquête permanente, hein, donc en outil offensif. C'est devenu offensif et ça a semé le chaos sur la planète. L'OTAN a été la source de difficultés sur la planète depuis 33 ans. Quoi. Ah, c'est simple, hein, vous comptez le nombre de bombes tirées par l'OTAN, par des pays de l'OTAN sur la planète, vous comptez avant des bombes otaniennes, hein, je ne parle pas des bombes US, parce que les bombes US, quand elles tombent en tant que bombes US, ce n'est pas des bombes otaniennes. Hein. Enfin, sauf quand les US agissent dans le cadre de l'OTAN, ce qui a été le cas par exemple en Irak. Mais vous regardez le nombre de bombes tirées avant 1990 par l'OTAN, l'OTAN n'a pas tiré une bombe hein, avant 1990.
dans les 33 dernières années, les bombes se comptent en millions. Millions de bombes. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ben, avec les guerres, attends, les guerres d'Irak, des bombardements ont duré beaucoup. Hein. La guerre au Kosovo, hein, il y avait 500 sorties jour pendant 78 jours de moyenne. Donc les sorties aériennes, vous multipliez ça, et une sortie aérienne, c'est pas une bombe, hein, c'est plusieurs bombes. Donc le tonnage de bombes, c'est des dizaines de milliers de bombes chaque année qui sont tombées sur la planète, et donc à la fin, on arrive aux millions, quoi. Et pour un résultat à la con qui fait qu'accélérer le mauvais côté, quoi. Ah ouais, et ça c'est l'OTAN. L'OTAN a été ravageur au cours des 30 dernières années. Et donc ça, moi, je supporte plus, parce que, si vous voulez, l'OTAN toujours se réfugiant derrière, alors toujours les causes présentées dans nos médias et présentées à la presse, présentées au monde comme étant des causes nobles, la cause de la démocratie, la cause des droits de l'homme, la cause de lutte contre le terrorisme, et on a toujours des causes qui sont des causes bidons, on le sait tous, hein, qui ne sont pas aussi fondées que ça, parce que pour le terrain, ce ne sont pas les causes qu'ils annoncent en face, on est bien d'accord. mais la lutte contre le terrorisme, en fait, quand on regarde bien, c'est nous qui l'avons créé, le terrorisme, par nos excès. Et quand on regarde, moi je regrette, mais j'aime pas le terrorisme, hein, comme tout le monde, évidemment. Je ne peux pas soutenir le terrorisme. Cela dit, quand on regarde toutes les horreurs qu'on a pu faire, et qui sont des horreurs de terroristes, hein, du terrorisme d'État, et les horreurs de Guantanamo, d'Abu Ghraib, tout ça, ça a circulé sur les réseaux sociaux en boucle. Et les gens qui ont regardé ça, les gens qui ont regardé ça se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces barbares? Et les barbares, c'était qui? C'était pas les gens d'en face, c'était nous les barbares. Les barbares qui torturions les prisonniers, qui les assassinions même. Hein, hein, ce qu'on disait l'autre fois, ce sont ceux qui prétendent lutter contre le terrorisme qui le financent. C'est une couverture. Pas seulement qui le financent, même des fois ils le font eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes. Oui. Moi, je regrette quand on tue les prisonniers, des prisonniers de guerre, dans des prisons de prisonniers de guerre, comme en Abu Ghraib, hein. C'est scandaleux, et ça se fait en toute impunité, parce que les Américains, ils sont au-dessus des lois, hein, et au-dessus de tout. Donc, Thierry Mettram parlait de cargo dans les eaux qui n'étaient pas contrôlées, que les Américains avaient des prisons dans des bateaux comme ça qui n'étaient absolument pas. Qui étaient oui, pas oui, ça, il y en a eu, oui, bien sûr. Mais c'est pas seulement, si vous voulez, c'est le cumul de tout ça qui a entraîné l'explosion du terrorisme. Parce que les gens qui sont soumis à ça, et les gens qui se font bombarder lors d'un mariage en Afghanistan ou ailleurs, et avec tout un tas de morts, mais c'est des terroristes en puissance, on les forme. C'est nous qui avons initié le terrorisme. Et ça, ne pas le reconnaître, c'est scandaleux. C'est ce que, en Palestine, c'est un peu ça aussi, hein, quand on regarde ce que dit monsieur Ronnie Broman, par exemple, hein, il a une très très bonne analyse du truc, hein, de l'affaire palestinienne. Pendant 75 ans, dans des camps, confinés dans des camps, confinés, hein, j'utilise le terme à dessein, parce que je sais que les Français n'ont pas très bien supporté les périodes de confinement, mais on a été confinés, nous, avec le Covid pendant quelques mois. Eux, ils sont confinés depuis 75 ans. Il y en a qui sont nés dans ces camps et qui vont y mourir et qui en seront jamais sortis. C'est quoi cette histoire? Et comment est-ce qu'on peut justifier ça? Et puis surtout, la colonisation sauvage qui se poursuit inexorablement tous les jours, en contradiction avec les résolutions de l'ONU. 225 résolutions de l'ONU sur la Palestine, dont aucune n'a été appliquée par Israël. Israël se fout de l'ONU comme de l'an 40. La seule chose que l'ONU lui a apportée, c'est de l'avoir reconnue en 1948.